Merci. Alors donc première table ronde que j'ai l'honneur d'animer. Donc je me présente, je suis Hélène Badia, présidente de l'Université des métiers du nucléaire. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est cette Université des métiers nucléaires et sur nos missions. Mais j'ai l'honneur surtout d'accueillir des invités de prestige pour parler d'offres de formation qui sont attractives pour répondre aux besoins en compétences de la filière nucléaire. Alors, tout d'abord, Patricia Austin, Tricia, donc merci. Je vous propose de venir tous et puis je vous présenterai. Voilà, donc Patricia est directrice générale à la NSAN, donc c'est l'Académie nationale des compétences au Royaume-Uni. J'accueille Éric Gadet, l'excellent directeur de l'INSTN, non moins excellente école. Que Claude a oublié de citer. Voilà. J'accueille Anne Baquet, qui est directrice adjointe côté relations entreprises à l'ENSAM. Donc merci Anne d'être parmi nous. Éric Mocor, donc Éric, merci également d'être avec nous, ancien directeur d'une centrale nucléaire, la centrale de Chinon, et maintenant président de Sauvons le climat. Donc merci beaucoup Éric d'être ici. Annabelle, donc merci Annabelle également d'être avec nous, qui est directrice générale du groupe M, mais présidente de la société Montero, qui est une grande entreprise dans le domaine du soudage et qui travaille beaucoup pour la filière nucléaire. Et puis bien sûr Philippe Denier, qui est directeur technique, expert en sûreté nucléaire, côté EFH Génie Civil. Merci beaucoup Philippe. Non, mettez-vous ici, je vais prendre la petite chaise. Non, je vais prendre cette chaise-là. Dans le génie civil, on est assez rough. Bon, très bien. Et merci. donc, on a l'habitude de conditions de travail un peu éprouvantes. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour cette table ronde, je vais passer la parole en fait successivement à nos invités en les lançant sur des thématiques que nous avons préparées ensemble et qui vont pouvoir illustrer à la fois les actions menées et surtout les difficultés qu'on rencontre au quotidien pour sécuriser en fait ces compétences dont nous allons avoir besoin dans les années à venir. Quelques mots, avant de vous passer la parole, quelques mots sur l'Université des métiers du nucléaire, que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant 1 an et demi. Donc l'Université des métiers du nucléaire, ce n'est pas une université au sens classique du terme, nous ne sommes pas une université, nous sommes une association qui a été créée par les grands acteurs de la filière nucléaire, à commencer par EDF, mais aussi les autres grands donneurs d'ordre de la filière nucléaire. Orano, le CEA, l'Andra, Framatome sont membres fondateurs de cette association, mais aussi le GIFEN, qui est le groupement des industriels de la filière nucléaire, le syndicat en quelque sorte, des plus de 3000 entreprises qui composent la filière nucléaire, le CSFN, représenté par Hervé aujourd'hui, et dans nos membres fondateurs, on a aussi l'UIMM, l'UFE, France Industrie, et France Travail, ex-Pôle emploi, donc France Travail, qu'il est important de compter parmi nos membres fondateurs, puisqu'on va travailler aussi sur les reconversions. Et donc, les missions de l'Université des métiers nucléaires, c'est de s'appuyer sur l'offre de formation existante, notre écosystème, que ce soit l'écosystème des formations initiales de l'éducation nationale, les formations des écoles d'ingénieurs, les formations qui existent chez les industriels, de s'appuyer sur toute cette offre, d'arriver à la rendre visible et de continuer à l'adapter aux besoins de la filière nucléaire. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et puis, bien sûr, nous travaillons sur l'attractivité des métiers. Alors concrètement, on a été missionné, Vincent l'a évoqué tout à l'heure, Vincent Lebier, on a été missionné par le gouvernement en janvier 2023 pour remettre un plan d'action parce qu'au vu des besoins qui existent aujourd'hui dans la filière nucléaire, vous en avez parlé tous, les 100 000 emplois qu'il va falloir recruter dans les 10 prochaines années, 10 000 emplois par an, dit autrement. Pour aller recruter ces 10 000 emplois par an, on s'est dit il y a la nécessité de structurer la démarche, et Vincent l'a dit, c'est une de nos forces, c'est qu'on a réussi à structurer une démarche en remettant un plan d'action au gouvernement, alors qu'ils ont appelé à un moment le plan Marshall des compétences de la filière nucléaire. Et ce plan d'action, il adresse les différents leviers qui vont nous permettre d'aller, en quelque sorte, sécuriser ces 100 000 recrutements effectués dans les 10 années à venir. Alors, rapidement, les leviers qu'on développe dans le plan d'action, d'abord, ça part d'un constat. Et c'est là où la démarche est structurée, c'est qu'il y a eu un constat qui a été fait par le GIFEN, le projet Match, qui nous a dit, voilà, effectivement, il faut 100 000 emplois, mais au-delà de ça, on sait où il faut les recruter, dans quelle région et sur quel métier. On sait combien il faut de soudeurs, on sait combien il faut d'ingénieurs génie civil, on sait combien il faut de terrassiers.
Alors évidemment, c'est des études, hein, donc il y a une marge d'approximation, on va dire, mais c'est quand même, ça nous permet quand même d'avoir une bonne idée des ressources qu'on va devoir recruter. On a une idée des 20 métiers qui sont les plus en tension dans la filière. Donc ça peut être des métiers, j'ai envie de dire, qui sont des métiers déjà utiles pour les centrales d'exploitation dont on va prolonger la maintenance, des métiers de soudeurs, des métiers d'électriciens, de techniciens de maintenance. Donc ces métiers-là, il faut qu'on recrute à la fois pour le nucléaire existant et pour le futur nucléaire. Et ça va être aussi des métiers pour construire les nouveaux réacteurs. Donc on va avoir besoin de beaucoup de métiers dans le génie civil, à commencer par des dessinateurs projeteurs. Voilà, c'est des métiers qui sont très en tension, mais aussi des ingénieurs génie civil. Et puis, ça peut être des métiers un peu plus spécifiques aux métiers du nucléaire, comme par exemple des ingénieurs en sûreté nucléaire, des ingénieurs en radioprotection, qui sont d'ailleurs beaucoup formés à l'INSTN, mais aussi au CNAM. Un petit coucou à Emmanuel qui est là. Donc voilà, tous ces métiers. Et à l'université de Caen, bien sûr, qui est spécialisée dans le nucléaire, l'AMRI, que je salue également. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, pour trouver tous ces métiers, dans les quantités maintenant qu'on connaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Et notre action, elle est dite nationale-locale parce qu'on va s'appuyer sur des correspondants régionaux et s'appuyer sur des entités à la maille régionale qui fédèrent finalement les bons acteurs pour aller faire évoluer la cartographie des formations. Ce sont les campus des métiers et des qualifications. Dans les grandes régions nucléaires, on a des campus des métiers et des qualifications. Ces campus des métiers et des qualifications, en fait, sont créés à l'origine par les régions, les conseils régionaux, avec les rectorats académiques. Ils regroupent en fait l'ensemble des établissements de formation d'une région, d'un bassin d'emploi, que ce soit formation initiale ou formation continue. Et ils regroupent aussi les industriels, les clusters d'industriels à la maille locale. Et donc, c'est grâce à l'action de ces campus des métiers et des qualifications, en lien avec tous les établissements qui les composent et les industriels qui en font partie, qu'on va pouvoir faire évoluer la cartographie des formations et travailler l'attractivité. Et donc, il faut travailler à la maille régionale, la formation le plus souvent, parce que depuis la loi de 2018, ce sont les régions qui ont la compétence pour faire évoluer la cartographie des formations, et ça ne se fait pas au niveau national. D'où cette action en fait régionalisée qui est hyper importante, et donc nous, Université des métiers nucléaires, on a un correspondant dans chaque région. Voilà, et donc en quelques mots, et je vais passer la parole à mes invités, on travaille sur 7 leviers suite au diagnostic fait par le GIFEN. Hein. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des formations quand même en nombre considérable, de qualité, et que le sujet, c'était quand même d'aller plutôt attirer les jeunes dans les formations plutôt que d'en créer de nouvelles. Alors, il y a bien des régions où il faut en créer des nouvelles. La Normandie, qui s'est pris en main, et avec son excellent projet 3NC, qui est financé par France 2030, hein, par l'État en partie. Ce projet-là va permettre de rajouter des formations en Normandie, parce qu'en Normandie, il en manquait. Il y a d'autres domaines où il manque des formations, dans quelques régions, mais par exemple, il y a un domaine où il manque des formations, c'est le domaine des contrôles non destructifs. On a parlé beaucoup du soudage. Donc il y a eu 7 écoles de soudage créées ces dernières années par les entreprises de la filière et aussi dans des lycées professionnels, par l'éducation nationale. Mais finalement, maintenant, il nous manque des entreprises en contrôle non destructif. Comment on va aller contrôler ces soudures? Et là, il nous manque ces formations-là. Et là, encore une fois, on va aller chercher des financements auprès de France 2030 pour aller financer ces formations. Et nous, on soutient l'Université des métiers du nucléaire, ces demandes de financement qui sont faites par des consortiums, et on apporte notre soutien. Et d'ailleurs, le SGPI qui finance, qui pilote France 2030, nous demande un avis éclairé sur les demandes de financement quand il y en a. Et donc, on travaille à la fois sur l'attractivité, mais on y reviendra, tout le monde va en parler ici, je pense. C'est un vrai sujet, l'attractivité de la filière nucléaire. On travaille sur l'orientation, et ça a été dit tout à l'heure, il y a encore trop peu d'élèves qui s'orientent vers des cursus scientifiques et techniques, en particulier vers les lycées professionnels qui vont dispenser des formations bac pro chaudronnerie, bac pro électricité, tous ces métiers-là dont on a besoin, mais aussi les écoles d'ingénieurs. On a besoin aussi d'attirer plus vers les écoles d'ingénieurs pour faire... mais finalement, c'est le défi d'attractivité, il est sur les métiers industriels, sur les formations scientifiques et techniques, pas tant sur le nucléaire, qui a des atouts, et je pense que Eric en parlera. On a des écoles d'ingénieurs qui sont très spécialisées dans le nucléaire, qui voient un regain d'attractivité dans leur promo. On travaille aussi sur le sourcing. Le sourcing, c'est quoi? Élargir le sourcing, ça veut dire quoi?
Ça veut dire faire venir dans notre filière des profils qui sont aujourd'hui peu représentés. On a très peu de femmes, hein. On n'est pas bon dans le nucléaire. On a 24% de femmes. L'industrie, c'est 28%. Donc on est encore en deçà des chiffres mauvais de l'industrie. Donc il faut aller recruter plus de femmes. Toujours un petit coucou à Emmanuel qui préside Win France. Et on travaille beaucoup avec Win France pour faire venir des femmes. Mais on n'a pas trouvé la solution encore, hein. Donc il faut continuer. Mais aussi faire venir, travailler plus avec les seniors. Faire venir des seniors et utiliser les compétences des seniors, et Eric en parlera tout à l'heure. Faire venir des étudiants de l'étranger, ce sera aussi l'objet de la table ronde suivante, mais comment on travaille mieux au niveau international. Faire venir des jeunes des quartiers prioritaires politiques de la ville, des jeunes des zones rurales. Voilà, on a tout un tas de publics qui ne travaillent pas dans la filière nucléaire et dont on a besoin. On n'y arrivera pas si on travaille toujours avec les mêmes profils, quoi. Il n'y en a pas assez, voilà. Et puis, on travaille sur l'adaptation de la formation, mais je crois que vous en parlerez aussi. On a développé un passeport nucléaire. C'est quoi un passeport nucléaire? C'est une coloration nucléaire des formations. On s'est dit, plutôt que d'aller créer de nouvelles formations, on va utiliser les formations de l'éducation nationale. Et là, on a eu un soutien fort de l'éducation nationale, je tiens à le souligner, même s'il y a encore beaucoup à faire, pour aller mettre des modules de formation nucléaire dans des formations, les fameux bac pro chaudronnerie, bac pro Mélec, les BTS, des licences. Là, on va mettre, qui sont généralistes, industriels, on va mettre des modules d'enseignement nucléaire pour attirer les jeunes et puis finalement pour leur donner des connaissances de base dans le nucléaire et voir s'ils ont envie de continuer vers le nucléaire. Et ce passeport nucléaire, il est aussi déployé dans des écoles d'ingénieurs et peut-être Anne en dira un mot. Voilà. Et puis, on travaille sur le compagnonnage, mais Vincent l'a évoqué. Le compagnonnage, ça va être quoi? Ça va être d'aller, justement, une fois qu'on aura formé plus de monde, il faut que les entreprises de la filière puissent les accueillir et les intégrer plus vite et plus fort en les compagnonnant. Mais je crois que le compagnonnage sera abordé aussi par Eric, donc je vais pas en dire plus. Mais voilà, il y a tout un tas d'actions. On a un beau soutien des pouvoirs publics, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire sur les sujets d'orientation avec l'éducation nationale auprès des jeunes. Et il y a encore beaucoup à faire sur la mixité, voilà, faire venir la diversité des profils. Et puis, je pense qu'on on a réussi à se fédérer au niveau national. On aura aussi encore beaucoup à faire pour se fédérer au niveau européen, mais ce sera l'objet. Lamry en parlera aussi, et la table ronde en parlera tout à l'heure. Comment se fédérer mieux au niveau européen. Alors, je vais commencer donc par... Alors, puisqu'on parlait de l'Europe, on va partir au Royaume-Uni. Je vais passer la parole à Tricia pour qu'elle nous explique finalement, Tricia, la NSAN, qu'est-ce que vous faites exactement au Royaume-Uni? Comment on peut apprendre de vous, de vos bonnes pratiques? Et comment vous faites pour former au Royaume-Uni les compétences dont vous avez besoin pour le nucléaire au Royaume-Uni? Il me signale qu'il y a des casques. C'est le canal 1 pour ceux... Parce que Oui, canal 1. En anglais, et donc, elle a un accent anglais. Yes, it will be in English. So, if voilà, ceux qui en ont besoin, if you need, you have a casque. Toi, tu don't need. I don't need. So I think the question is what's happening in the UK. I think the answer is what's not happening in the UK at the moment. We're very busy. I think just starting with some statistics, 35% of the nuclear workforce in the UK is currently over the age of 50. 43% of the STEM vacancies in the UK are not filled. And recruitment to STEM degrees in the UK hasn't really increased over the last 20 years. So obviously, for the very first time, the industry has, we always work together, but for the first time, civil and defence are working together on a national scale. Government set up a task force in June 2023 to really look at 11 key risk areas across the sector, so in both civil and defence. So in terms of looking at the sort of a mid-case scenario, 16 gigawatts, and the AUKUS programme, which is obviously the tripartite agreement between Australia, the UK and the US. Our current demand in the UK based on current nuclear power is 93,000 people.
We need to grow that to 123,000 by 2030. What that means in terms of recruitment is 135,000 new people into the sector by 2030. We currently recruit around 6,000 to 7,000 a year. We need to basically double that and the rest. So what are we doing? So one of the things the task force have done, the industry has set up a skills charter. So asking all the major employers in the UK to sign up to a skills charter. There's 5 behavioural competencies that they expect of all the large nuclear players, and there's 21 objectives within the charter. So once the funding is released from government, industry will be expected to sign that charter and commit to a national 10-year plan. The 10-year plan has already started to kick off. We've focused on 4 key areas. The 4 areas that we've started in risk areas are, just as you've said, welding, nuclear safety case, project controllers, and the fourth one is radiation protection. So in terms of the activity that's happening there, we have in the process of developing a number of boot camps. So what these boot camps will do, they will accelerate people into those career pathways. So they will vary in length. They are aligned to the government's national boot camps, but they will be approximately 12-week duration, and then the individual then move on to further training and education. At the end of the boot camp, the individuals are guaranteed an interview with a company, and then they will go to work with that employer. So the first 4 of those have kicked off, and we're now focusing on the following 4. So there's 11 areas in total, everything from nuclear engineers down to civil engineers. The next 4 areas that we're focusing on are around engineering. So I think where we're at at the moment is a boot camp going to be relevant for some of these areas, or do we need to do something different? But for the first 4, the solution has been to develop boot camps. And a lot of these areas aren't nuclear specific. They are, we need good people. The other thing to say is there's been a national campaign called Destination Nuclear. We've involved a large marketing agency to run a campaign. It's been in every train station across the UK, and it's on YouTube, etc., etc. So it's had millions. I think in the first 3 months, it's had something like 11 million views. And the sort of background theme to the campaign is 70% of you can work in the nuclear sector. It was expensive, this campaign? Yes, it was about, I think the first phase of it's been about 1.3 million. Okay. But the senior leaders in the sector have committed to a 3-year programme. It's been on every radio station, driving home, key times when you're driving home from work. It's been there. And attached to that is also a national jobs board, highlighting all the jobs that are available in the sector. Yeah. So I think it's fair to say, you know, we're really busy. In terms of NSAN, what are we doing specifically? So one of the things that the industry is going to do is we're going to relook at bursaries. So we're going to be giving out bursary programmes to individuals studying nuclear engineering or engineering in our universities. We're also the sector is going to be giving out 51 scholarships per year over the next 10 years. And this is fully funding 51 people in nuclear degrees, etc., in university. So that will be fully funded, all their fees, 27,000 a year. They'll be given a placement in the industry, and they will be given work experience during the summer holidays. So that's just a couple of initiatives.
also what we are doing is we've had the biggest growth in one of our programs. We run a program called the Award for Nuclear Industry Awareness. It's a level 2, what we call the UK, very similar to sort of GCSE level. It's a level 2 nuclear awareness program. That has gone from, you know, a couple of years ago, we very rarely had people through it. Now we've got most of the large organisations in the nuclear sector using that programme. So we're currently delivering about 2,000 to 2,000 people a year. We've just, we're working with Sellafield, obviously a decommissioning site at the moment. They're bringing mid-career transitions from other sectors, including the NHS. And they're recruiting 1,500 people between now and March next year. So we are training the people that are going through that programme. So these are people that have never worked in nuclear, but are coming into the sector to work in the sector. So I think it's fair to say, you know, the industry is a really exciting place to work at the moment. Sure. Thank you. Thank you very much, Cécia. Merci beaucoup. Very interesting. Very interesting. It's good to exchange the best practices. So, Anne Baquet, donc directrice adjointe en charge des relations avec les entreprises à l'École des Arts et Métiers. Donc, Anne, l'ENSAM, je présente, mais je pense que beaucoup connaissent d'entre vous. L'ENSAM reçoit des étudiants pour ses formations d'ingénieurs en génie mécanique, génie industriel, génie énergétique et ceux dans presque tous les secteurs industriels. Alors on entre à l'ENSAM, hein, vous le savez, après des classes préparatoires ou après un BTS ou un DUT scientifique et technique. Et on forme également à l'ENSAM des ingénieurs nucléaires. C'est une formation qui existe depuis 2 ans, mais elle reste toutefois assez marginale comparativement à d'autres secteurs d'activité. Donc moi, la question là, c'était quel est votre diagnostic, quelle piste, comment expliquez-vous, vous rencontrez vous des réticences hein, parfois parmi vos étudiants. Donc c'est intéressant d'avoir votre diagnostic et les pistes d'action que vous déployez. Oui, bonjour à tous. Alors, en fait, en effet, on constate, alors c'est propre à l'école, hein, je ne veux pas faire une généralité, mais la place du nucléaire pour les jeunes est assez varie grandement. Et on voit plusieurs facteurs qui expliquent cela. Tout d'abord, ils ont une conscience environnementale, donc ils sont préoccupés par les changements climatiques, par l'avenir de la planète. Donc ils peuvent voir le nucléaire comme une source d'énergie relativement propre, bien sûr. Mais malgré la reconnaissance de ces avantages pour le climat, beaucoup s'inquiètent des risques associés à la sûreté des installations nucléaires, à la gestion des déchets, notamment des jeunes peuvent me dire mais pourquoi, alors après je ne suis pas une spécialiste du nucléaire donc je vais peut-être dire une bêtise, mais pourquoi nous ne gérons pas nous-mêmes nos déchets mais que nous allons par exemple en Norvège pour enfouir les déchets. Je ne sais pas si voilà, c'était une remarque d'un étudiant, pas du tout, donc je pourrais dire l'inverse. Bon, voilà, donc cette gestion, voilà, tout à fait. Donc la gestion des déchets radioactifs, c'est vraiment une question. En fait, ils ont aussi toujours en tête Tchernobyl, Fukushima, c'est encore dans les esprits aussi, même si c'est une génération Z, ils en parlent encore. Il faut voir aussi que, on l'a un peu évoqué, mais les jeunes qui ont un accès à l'éducation scientifique et technique peuvent être nuancés justement dans leurs propos. Mais ceux qui arrivent au sein de l'école n'ont pas tous eu cette même connaissance sur le nucléaire. Donc ils arrivent parfois avec des avis très tranchés, bien sûr. Et beaucoup de ces jeunes aussi participent à des mouvements activistes ou écologiques, bien sûr, donc où le solaire et l'éolien est pour eux l'avenir de demain et non pas le nucléaire. Donc il faut composer avec tout ça lorsque l'on met en place chez nous des formations sur le nucléaire. Donc ça, c'est vraiment pour dire que donc c'est très complexe quand même et c'est multidimensionnel. Ça, c'est une première chose. Alors, les formations au sein des arts et métiers,
Avant, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que tout à l'heure, on l'a évoqué. Ouvrir une nouvelle formation, alors nous, en effet, c'est récent, c'est depuis 2 ans, mais ouvrir une nouvelle formation au sein d'une école, c'est très bien, mais encore faut-il attirer ces jeunes. Et ça ne se passe pas après le bac, ça se passe bien avant. Je discutais avec un représentant d'EDF, et eux, ils veulent mettre l'accent sur le collège. Je discutais dernièrement avec aussi des partenaires, notamment Assystem et Framatome, pour ne pas les citer, je suis désolée, ça fait partie des partenaires de l'école, donc ce sont nos mécènes, donc je les cite. Eux veulent mettre l'accent sur la connaissance que les lycéens ont. Alors, il faut bien entendu, à mon avis, cibler en amont cette connaissance, c'est-à-dire la cible, c'est certes les lycéens, puisque je vous rappelle, bon, vous avez dans votre entourage des personnes qui font des choix au niveau de Parcoursup. Donc les lycéens, c'est une chose, leur expliquer ce qu'est le nucléaire, quelle est la formation, sur quel type de métier ça peut aboutir. Bien sûr, on l'a vu, ça va de technicien, ça va d'ingénieur, voilà, il faut de tout. Les lycéens sont une chose, mais aussi les enseignants du secondaire. Tout à l'heure, j'entendais parler des stages en 3e ou en seconde, ça vous paraissait compliqué, mais il faut travailler avec les enseignants du secondaire, vraiment. Je suis une ancienne de l'enseignement du secondaire, il faut expliquer ces formations aux enseignants. Et enfin, il faut travailler aussi avec les familles sur ces parcours-là. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je reviens à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les formations au sein de l'école. Donc, les arts et métiers, nous avons un campus à Paris, mais nous avons 7 autres campus à travers toute la France. Et on essaye de développer des formations. Donc, on a une expertise en 3e année sur la sûreté. On a une expertise aussi bas carbone et système énergétique efficient. Nous avons des masters recherche avec nos partenaires, les entreprises. Nous avons des masters spécialisés aussi. Nous avons toute une partie d'ingénieurs spécialisés avec justement une filière nucléaire, et nous en avons ici dans la salle. Je les remercie d'être là aussi pour écouter. Ça fait partie aussi de leur connaissance voilà, à avoir, de rencontrer aussi d'autres personnes pour leur futur stage ou leur mobilité à l'international. Là, je fais aussi un petit appel parce qu'on y reviendra aussi. Donc voilà, nous développons ces formations doucement. Et quelque chose de prometteur est en train de se mettre en place. Tout à l'heure, on a parlé justement du passeport nucléaire. Et ce passeport nucléaire a été développé sur le campus de Aix. Donc ça concerne certes encore peu d'étudiants, mais quand même, 22 étudiants ont pu, durant une 60aine d'heures, avoir des présentations, des échanges avec une 30aine de professionnels. Donc c'est vraiment pas négligeable. C'est un début. Voilà, on avance progressivement. C'est vrai que c'est un temps long. Là encore, c'est compliqué, mais ça prend un chemin vraiment très intéressant en tout cas et prometteur. Voilà pour les formations. Je pense qu'on voulait évoquer aussi les partenariats avec donc les entreprises. Ces partenariats sont essentiels pour nous. Donc j'en ai cité certains, Assystem, Framatome, EDF, voilà les grands avec qui on travaille, et ils proposent des stages et des alternants. Et ils prennent énormément d'alternants et de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet justement une certaine attractivité aussi du secteur nucléaire. Donc vraiment, on continue sur ce chantier-là et on accentue en effet les offres auprès des étudiants. Voilà un petit peu sur nos formations et le partenariat qu'on développe. Juste aussi le fait de dire que le profil Gadzar intéresse vraiment le secteur du nucléaire, parce que c'est un profil très technique. Et donc ça peut être très utile pour les installations des centrales nucléaires. Il y a aussi le côté aussi mécanique de certaines des filières qui peuvent aussi être intéressantes pour le nucléaire.
Un petit chiffre, en 2023, je me suis intéressée au recrutement, parce que en effet, on parle de recrutement, on parle de se projeter dans le nombre de recrutements. Alors nous, en 2023, on avait 1621, pour être exact, Gadzar, qui ont été recrutés par Framatome, le CEA, l'Andra, Assystem, EDF, Technique, Atome, voilà à peu près, j'espère que j'en ai pas oublié. Et ça représente, ce qui est important, c'est pas tant le chiffre, on n'a pas besoin de le retenir, mais ça représente entre 2022 et 2023 un accroissement de 26% des recrutements. Donc c'est quand même très important et non négligeable. Donc un profil intéressant et un recrutement vraiment aussi qui est en forte croissance. Voilà. Est-ce que j'ai encore le temps de parler de la mobilité? Une phrase sur la mobilité internationale, oui. Une phrase, on dirait Claude. Je suis à bonne école. Bon, alors, une phrase. L'école met tout en place pour favoriser la mobilité internationale. La phrase sera trop longue, je suis désolée. Nous avons l'obligation dans notre cursus de faire 6 mois à l'international. Et nous développons aussi des doubles diplômes à l'international qui sont de plus en plus intéressants pour les étudiants et pour cette connaissance et cet échange avec les autres universités. Je vais juste finir sur quelque chose de finalement les obstacles que rencontrent les entreprises et les jeunes. Les jeunes rencontrent les obstacles suivants. Ils ont la possibilité de partir à l'international, mais on a un problème avec le visa, on a un problème de logement, on a un problème, quoi d'autre, de langue, barrière de la langue. Ça peut vous paraître étrange, mais dernièrement, j'ai un étudiant qui me disait « Anne, j'ai trouvé le poste donc dans la filière nucléaire. J'ai toutes les compétences requises, je ne parle pas wallon. Je ne parle pas anglais, je ne parle pas allemand, je veux bien, je ne parle pas wallon, ça m'a choqué. » Voilà, donc ça, c'est de ce côté-là. Ensuite, les entreprises... C'est pas normal à cet âge-là de ne pas parler wallon, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et les entreprises aussi. Alors, côté... Je finirai cette fois sur ce point-là. Les entreprises ont un autre problème, c'est qu'accueillir, que ce soit un stagiaire ou un alternant, ça veut dire un encadrement, ça veut dire un tuteur sur place. Les entreprises, on sait très bien, les salariés sont très occupés. Donc ça veut dire aussi une démarche de bénévolat, prendre le temps de s'occuper d'un jeune. Donc les entreprises acceptent parfois cet alternant dans un pays à l'étranger, mais avec un tuteur à distance. Et là, ça devient un peu compliqué aussi. Et l'intégration n'est pas forcément réussie. Mais on essaye de développer tout ça. Voilà, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Bravo, merci Anne. Alors, cher Eric Gadet, donc directeur de l'INSTN, la grande école de spécialisation dans l'énergie nucléaire. C'est pas moi qui l'ai dit. Je le dis, créé en 1956 d'ailleurs, au moment du lancement du programme nucléaire civil et militaire. Donc aujourd'hui, vous accompagnez, Eric, à l'INSTN, la relance du nucléaire. Donc un mot peut-être sur vos formations phares, comment vous attirez les jeunes, comment travaillez-vous avec les acteurs de la filière nucléaire, et peut-être un mot sur vos actions à l'international, si on a le temps. Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Ça fait beaucoup d'un coup. Hein. Mais vous avez 7 minutes, tu as 7 minutes. Les autres avaient 8, hein, c'est ça? Non, je vais être très synthétique. Alors, Institut national des sciences et techniques nucléaires, donc ça porte assez bien son nom, donc ce qui fait qu'on n'a peut-être pas la difficulté culturelle que peut rencontrer l'ENSAM. Les élèves de l'ENSAM, d'ailleurs, sont bienvenus pour faire le diplôme d'ingénieur spécialisé en génie atomique à l'issue de leur bac plus 5. Non, mais j'ai un candidat, c'est pour ça que je le regarde depuis tout à l'heure. Voilà, alors c'est 40 titres et diplômes, un certain nombre qu'on délivre en propre, si j'ose dire, dont le diplôme que je viens de citer, beaucoup d'autres en partenariat avec des acteurs académiques. Alors dans une vision de politique de site, c'est-à-dire qu'on est implanté à Grenoble. Alors, pas très concerné par la relance du nucléaire pour ce qui nous concerne, mais plutôt nouvelles technologies de l'énergie et microélectronique. Mais là, c'est l'université Grenoble-Alpes, Aix-Marseille Université pour Cadarache, Nîmes et Montpellier pour Marcoule, Cherbourg et Caen, avec qui on a créé donc avec l'AMRI 2 diplômes nouveaux, parce qu'il y a effectivement la question de l'attractivité, mais il y a quand même régionalement des besoins en compétences dans tel ou tel domaine. Et là, c'est 2 diplômes, alors un en licence professionnelle, l'autre en master, dans le domaine de la radioprotection, parce qu'il y avait des vrais besoins conséquents. Et on a souhaité travailler avec l'Université de Caen, avec qui on travaillait déjà, pour développer ça. En région parisienne, l'Université de Paris-Saclay, mais pas que, le CNAM,
pour un diplôme d'ingénieur aussi. Il faut, je crois, citer à chaque fois Emmanuel Bélange, hein, c'est important, si j'ai bien compris. Voilà, donc ensuite, c'est 1200 étudiants formés par an, dont 600 de spécialisation nucléaire proprement dite. Alors ça peut paraître peu, mais c'est relativement important. C'est 600 de spécialisation nucléaire et aujourd'hui, c'est 3000 recrutements de la filière nucléaire sur ces profils-là. Notre objectif d'ici à 3 ans, c'est de doubler ce nombre, donc le nombre d'élèves dans les promotions, en passant à 1200 recrutés pour rester sur ces 20% et pour garder alors, ce rôle central, non pas parce qu'il y a de la place pour tout le monde, si j'ose dire, mais c'est surtout parce que les écoles et les universités font appel à nous pour cette couche de spécialisation dans le domaine du nucléaire. Alors à nous, INSTN, parce que derrière, évidemment, les intervenants sont des experts du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et donc, c'est ça qui fait aussi l'attractivité. Alors, on est à la fois un établissement d'enseignement supérieur et un organisme de formation continue, avec des enjeux, évidemment, de formation continue, alors qu'on ne développera peut-être pas là aujourd'hui, mais qui sont évidemment importants. Dans les diplômes et titres, il y a aussi l'aspect reconversion. Je crois que c'est Hervé qui en a parlé. Jeune diplômé, c'est très bien. Non, c'est pas Hervé, mais rendons à Hervé ce qui appartient à Hélène. Et donc, les aspects reconversion sont très importants, parce que si on compte que sur les jeunes diplômés, je pense qu'on n'arrivera pas aux chiffres qui sont l'objectif d'Hélène, hein, sinon elle n'aurait pas sa prime. Ça compte beaucoup. Alors on le fait beaucoup justement à Cherbourg et en lien avec l'université de Caen sur des reconversions. Et quand je dis des reconversions, c'est vraiment des reconversions. C'est des gens qui viennent de tout métier et qui vont devenir techniciens en radioprotection avec une pré-embauche. Par Orano, par exemple, on a Jérôme Rémery, DRH d'Orano, qui est là. Et ça nous semble aussi être une voie extrêmement importante. Et on est assez fiers de former à tous les niveaux de qualification, que ce soit des bacs ou même infra-bac, jusqu'à des niveaux bac plus 6, comme le diplôme d'ingénieur spécialisé en génie atomique. Ce qui fait qu'avec tout ça, chère Hélène, j'ai oublié les autres questions. Un petit mot d'international ? Avec plaisir. Et vous pourrez en discuter pendant la pause avec Xavier Perret, adjoint au directeur en charge des relations internationales de l'INSTN, que je salue et que je remercie d'être là. On a un certain nombre d'actions. Alors, je vais essayer de les citer, mais en accompagnement du CEA et de la filière sur des aspects, j'allais dire, export. Alors, c'est Asie, Moyen-Orient, Europe, évidemment. Beaucoup de choses avec l'Afrique aussi, en lien avec l'AIEA. On est Collaborating Center de l'AIEA depuis 2016, ce qui fait qu'on accueille d'ailleurs un certain nombre de stagiaires dans nos enseignements via des dispositifs AIEA. Sur les partenariats industriels aussi, on est partenaire avec l'ensemble des grands donneurs d'ordre. Je crois qu'on n'a plus le droit de dire ça. Il y a un autre terme maintenant ? Exploitant, d'accord. Donc avec les grands donneurs d'ordre de la filière, pour situer les choses. Et puis un certain nombre, j'allais dire, on a un système, on a un certain nombre de partenaires industriels. Alors c'est important pour eux, en termes de besoins en recrutement, l'accès à un certain nombre d'étudiants, et pour nous, pour adapter aussi à la fois l'offre de formation diplômante et l'offre de formation continue à leurs besoins, et on essaye de s'y coller le plus possible avec des dispositifs que vous connaissez, un type conseil de perfectionnement, etc. etc. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? 20% d'alternants dans nos enseignements. Quasiment tous les diplômes qu'on a créés, alors c'est le cas avec l'Université de Caen, mais sont en alternance. J'ai pas vu encore le décret qui va mettre fin aux aides à l'embauche pour les contrats de professionnalisation, mais comme c'est à compter du 1er mai, ça devrait plus tarder. C'est pas une très très bonne nouvelle. 30% de filles, donc c'est mieux que la moyenne de la filière. Il faut dire qu'on a aussi des diplômes dans les domaines de la santé, ça peut aider aussi. Mais je dis que c'est quand même 30%. Voilà, je crois que j'ai un peu près répondu. Augmentation un peu des effectifs. Oui, alors si je prends toujours le diplôme d'ingénieur spécialisé en génie atomique, qui est quand même un peu à l'origine même de la création de l'INSTN, c'est plus 90% les effectifs entre maintenant il y a 5 ans. Et on atteint une forme de stagnation aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre objectif d'ici à 3 ans, c'est x2. Alors sur ce diplôme-là, mais comme sur tous les autres diplômes dans le domaine du nucléaire, encore une fois, que ce soit les diplômes en propre ou en partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Très bien. Et j'ai oublié de remercier Claude pour son invitation. Merci Eric, bravo. Et nous allons donc changer d'Éric. On va passer côté industriel, ou tout du moins ex-directeur donc, du site nucléaire de Chinon, Éric Maucor, et aujourd'hui donc président de Sauvons le climat.
Alors Eric, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous racontes justement ton expérience en tant que directeur de centrale nucléaire. Tu voulais évoquer le sujet du compagnonnage. C'est vrai qu'il y a quand même une grande tradition d'accompagnement, de compagnonnage des équipes au sein des centrales nucléaires. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien continuer à savoir faire. Et puis peut-être du rôle des seniors, de manière plus large, pour accompagner les jeunes qui viennent nous rejoindre. Parce que c'est un vrai enjeu. Une fois qu'on aura formé tout ce monde-là, comment on arrive à les intégrer et à les former sur le terrain? Merci, elle a parfaitement retenu ce qu'on s'était dit. Donc, moi j'ai une position particulière dans cette table ronde parce que moi, je ne suis pas en action. Moi. Je suis un ancien, donc je suis en observation. Je ne suis pas à la tâche, mais je suis celui qui porte un regard attentif, bienveillant, et un petit peu envieux aussi sur ceux qui sont à la tâche aujourd'hui. Et puis j'ai une petite expérience que je peux essayer de faire partager. Donc j'ai dirigé le site de Chinon, qui est un site magnifique et qui est prêt, Hervé, à continuer l'aventure et à accueillir des nouveaux réacteurs. Je le dis au passage. Mais ce que je voulais dire par rapport au métier du nucléaire, c'est qu'il me semble que pour la plupart des métiers qu'on exerce dans le nucléaire, ce sont des métiers professionnels qui sont exercés dans le contexte du nucléaire. Il y a assez peu, finalement, de métiers qui sont spécifiques au nucléaire, même s'il y en a. Et donc, je pense que ça, c'est important de faire la part, je ne vais pas trop détailler là-dessus, entre le rôle de la formation initiale, qui est de former des professionnels, des soudeurs, des agents de génie civil, enfin, etc., des mécaniciens, et après, on les met dans un contexte. Quand j'étais directeur de site, comme Hervé l'a été, fondamentalement, mon boulot, c'était d'être un directeur d'usine, avant tout. Donc j'avais les préoccupations d'un directeur d'usine, faire fonctionner mon process industriel, me soumettre à toutes les réglementations, et Dieu sait qu'il y en a, pas que dans le nucléaire, à me préoccuper de la santé, de la sécurité au travail, de la formation, de la gestion des ressources humaines, de la communication, des relations extérieures, etc. Tout ça, c'est le travail d'un directeur d'usine. Et en plus, c'était dans un contexte qui est celui du nucléaire, avec ses enjeux, ses spécificités. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je vous le dis au passage, c'est ce qui rendait ce métier aussi beau. Et c'est pour ça que je pense que c'est le plus beau métier du monde. La dimension nucléaire, finalement, elle s'ajoute aux dimensions du métier, elle les écrase pas. Le nucléaire, il inscrit le geste professionnel et les compétences dans un contexte qui est certes un contexte d'exigence renforcée, donc c'est peut-être un peu plus compliqué qu'ailleurs, quoique, mais en plus, il lui donne aussi du sens. Et ça a été évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de travailler pour donner à tout le monde une énergie fiable, décarbonée, qui préserve le climat et qui en principe est pas cher. Enfin, ou pas trop cher en tout cas. Pas trop cher en tous les cas. Et ça, c'est extrêmement important parce que quand on parle de la motivation des jeunes, je pense qu'il faut aussi insister là-dessus. Ça ne marchera pas à tous les coups, mais en tous les cas, je pense que c'est fondamental. Quand on est arrivé dans le nucléaire, il y avait une forte tradition qui est depuis le début, c'est la tradition du compagnonnage. On a tous appris des anciens qui étaient là avant nous. Tous, quel qu'on soit. Et je sais que ça se continue aujourd'hui, bien sûr, et ça s'est même amplifié par l'intermédiaire, en particulier, de l'apprentissage, à la fois chez EDF et chez les partenaires. Quand j'étais sur la centrale de Chinon, je connaissais tous les apprentis du site. Il y en avait 3. Donc aujourd'hui, je pense que mon successeur, il a un peu plus de mal parce que je crois qu'il y en a 90 à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il a un peu plus de mal à les connaître à lui tout seul. Et cette augmentation en fait, des filières de l'apprentissage, je pense que c'est lié à la fois au désintérêt, à la difficulté de recrutement, mais aussi à l'intérêt de faire ces formations alternées qui, à la fois, donnent le métier de base et donnent le contexte. Donc ça, c'est bien ancré, et je pense que là, il faut s'appuyer là-dessus. Et pour le coup, à EDF, il y avait cette tradition, et les gens étaient volontaires, parce qu'un compagnon, un tuteur, c'est un vrai engagement, ça se prend. Il ne suffit pas de le décider, il faut donner un peu de temps, il faut que la personne, il y en a mes mains qui me disaient, je suis le deuxième papa, il faut que je sois capable de l'engueuler quand il n'est pas bon, de l'encourager quand il est bon, de le féliciter, enfin, etc., etc. C'est un vrai engagement. Et ça, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Et d'ailleurs, ça a été fait dans le domaine de l'exploitation, puisque vous savez que sur le parc nucléaire, on a eu un changement de génération récemment. J'y reviendrai, je pense que nous, on était la génération la plus facile, puisque, en gros, tous ceux qui ont démarré les centrales, 40 ans après, ils sont partis, plus ou moins, et 40 ans, on y est. Donc le changement de génération a eu lieu. Donc sur l'exploitation, ça s'est fait. Et sur l'exploitation, ça peut se faire relativement facilement, enfin, il faut l'organiser, parce que, en fait, les exploitants sont là. Il y en a qui exploitent aujourd'hui.
Mais avant d'exploiter une centrale, il faut la construire. Et là, c'est plus compliqué. Enfin, je pense que c'est plus compliqué. C'est moins mon domaine, mais c'est plus compliqué. Je pense que si nos prédécesseurs ont réussi à construire le parc actuel, c'est grâce à la standardisation, à l'effet de série, mais aussi au fait qu'ils ont été capables de partir d'une expérience qui existait et de l'accumuler au fur et à mesure des chantiers, en améliorant les choses d'un chantier à l'autre. Quand on a des chantiers aussi complexes que ça, la dimension pratique, elle est fondamentale. Ça s'apprend sur le tas. On ne peut pas tout apprendre par les méthodes, etc., qui sont importantes, mais la dimension mise en œuvre, la dimension réelle, on ne peut pas apprendre à diriger un chantier d'une telle ampleur devant des écrans. Il faut être dans la vraie vie, il faut être tous les jours, avec les enquis qui demandent tous les jours, le truc qui ne marche pas, les gars qui sont en retard, le machin, la fuite, le truc, enfin, etc., le mauvais temps, enfin, tout ce qui peut arriver. Et c'est en exploitant qu'on apprend à exploiter, et c'est en construisant qu'on devient un professionnel de la construction. Alors certes, le contexte est plus compliqué aujourd'hui, parce que quand on a démarré le parc, on a bénéficié, certes c'était une aventure énorme, mais on avait l'histoire de la construction des barrages, l'histoire de la construction des centrales thermiques. C'était un contexte différent, mais on a bénéficié de tout ça. Là, ça fait 30 ans qu'on fait à peu près plus rien, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Et je pense que le chantier de Flamanville sera le révélateur de la capacité qu'a la filière à commencer à capitaliser sur ce qui s'est passé, le port de Penly, à Flamanville, et de ce qui s'est passé à Hinkley Point. Et ça c'est tout à fait fondamental. Et j'ai lu d'ailleurs ce matin, en venant, que le président d'EDF avait dit hier que la stratégie, c'était effectivement de faire un parc européen. Et il a dit, je le cite, « La performance se crée par la répétition du geste en l'améliorant en continu ». C'est exactement ça qu'il va falloir faire. Et je pense qu'il va falloir inventer, trouver des façons de monter vite en compétence et en capitalisation de cette expérience en partant de beaucoup plus bas finalement que la dernière fois. Donc ça, je pense qu'il faut le faire. Et puis, un sujet qui me tient à cœur, puisque moi je suis l'ancien de la table ronde. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. J'ai l'impression que j'ai commencé hier, mais c'est comme ça. En tous les cas, il n'y a pas beaucoup de tradition française, à EDF comme ailleurs, de faire appel aux anciens. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des Américains à une époque. La NASA, par exemple, a cette tradition-là. Tous les directeurs de site de la NASA ont un référent externe qui est un ancien. Tous les chefs de projet de tous les niveaux ont des référents, un travail avec les anciens qu'on n'a pas fait, nous. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas notre tradition. Alors, dans le cadre du grand carénage, les exploitants l'ont fait un peu quand même. Hein. On a commencé par recruter en anticipation les remplaçants de façon à ce qu'il y ait une période de recouvrement assez longue et que les anciens puissent expliquer un certain nombre de choses. On a utilisé des anciens prêches du départ ou après leur départ pour écrire des procédures, pour faire les plans d'action, pour préparer des dossiers, etc. Il y en a quelques-uns qui travaillent dans des entreprises de formation, j'en connais, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus. Je pense que, là je vais me mouiller, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont travaillé sur le chantier de Flamanville. Je pense qu'il faut être tout à fait humble et respectueux. Personne n'imagine la complexité de ce qu'ils avaient du défi qu'ils avaient à relever, et je pense qu'il faut leur tirer leur chapeau. Mais je pense que sur Flamanville 3, on n'a pas assez intégré un certain nombre de connaissances du passé. Et je pense que si on l'avait fait un peu mieux, on aurait évité quelques déboires. Pas tous, parce que c'était compliqué de toute façon, et ça aurait été compliqué de toute façon, mais je pense qu'on a raté une occasion et qu'il y a un certain nombre d'écarts qui auraient pu être évités en revenant sur le passé. Je ne suis pas en train de donner des leçons, là, je suis juste en train d'expliquer que je pense qu'il y a des choses à faire. Donc je pense qu'on a tout intérêt à amplifier, à provoquer et à structurer cette démarche. Alors, il faut le provoquer parce qu'en France, on pense souvent que l'ancien, il est un peu has-been, il est campé dans les trucs du passé, il ne veut plus changer les choses, il n'est pas évolutif, etc. Ce qui n'est pas toujours faux. Mais en tous les cas, je pense qu'il faut évoluer là-dessus. Et ensuite, après, il faut le structurer, parce que je pense qu'on va trouver des gens qui sont des anciens, qui sont volontaires pour parler aux nouveaux, etc., etc. Mais il faut faire attention, parce que quand on est un ancien, on n'est plus dans l'actuel. Donc à la fois, on a des connaissances, mais on n'est plus dans l'action. Donc on n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour conseiller, on est là pour expliquer, on est là pour témoigner. Donc là aussi, c'est comme les compagnons. Il faut choisir, en fait, il faut avoir l'état d'esprit pour le faire. Donc il faut des gens modestes, mais déterminés à partager leur savoir. Et il faut aussi que les arrivants aient l'esprit ouvert à ça.
et soient prêts à entendre, à assimiler, et puis à faire leur, et puis après c'est eux qui agissent, ça c'est clair. Et donc je pense que, pour donner envie aussi, je pense que faire intervenir soit les gens qui sont aujourd'hui dans le métier, soit les anciens, pour donner envie aux jeunes, il n'y a personne parle mieux d'un métier que celui qui l'exerce. Ça c'est clair. Et il est capable de passer sa passion, non pas pour raconter sa vie, mais pour donner envie. Et pour finir, parce que sinon Hélène va me dire que je suis trop long, moi j'ai envie de dire que il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste, même s'il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de la tâche. L'aventure est quand même assez exaltante. Et moi, il y a 3 mots qui me font donner envie. Quand on parle de compagnon, c'est quand même un mot magnifique, qui est ancré dans l'histoire, qui est quand même dans la transmission, etc. C'est quand même une très très belle action. Quand on parle de revaloriser les métiers techniques, je pique à mon collègue qui est ici dans la salle, redonner tout son sens à l'intelligence de la main, à montrer qu'on a besoin de tout le monde. Un soudeur, c'est quelqu'un d'extrêmement précieux. J'ai payé dans le passé pour le savoir. Entre les bons et les pas bons, on voit vite la différence. Donc, c'est quand même des gens qui sont extrêmement précieux. Et tous les professionnels sont quand même des apports précieux. Et puis, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quel plus beau challenge il peut y avoir que de venir contribuer à l'intérêt général, à donner de l'énergie à tout le monde. L'énergie, c'est la vie, et cette énergie, elle sera décarbonée, elle sera disponible, elle sera fiable, etc. Donc, il faut aussi porter ça. Je pense que les jeunes, ils cherchent du sens dans ce qu'ils font, et je pense qu'on est capable de leur en donner, parce que c'est ça, fondamentalement. Il y a l'histoire de la construction des cathédrales ou autres, mais on n'est pas là que pour faire un geste professionnel. Ça sert à quelque chose, et il n'y a rien de plus beau, ça je le pique à un ancien président d'EDF, que ça. Donc, je pense, il n'y a pas de raison. Il y a énormément de boulot, donc je vous fais confiance là-dessus. Et utilisez les anciens, ils sont là pour vous aider. Ils n'auront pas de leçons à donner, mais ils sont là pour contribuer. Merci, bravo. Et belle transition avec Annabelle. Donc Annabelle Vigier, vous avez parlé des soudeurs, hein. Eric, tu as parlé des soudeurs, et Annabelle est donc directrice générale du groupe M, présidente de la société Montero, qui est donc un acteur majeur du soudage en France. Donc Annabelle, vous allez intervenir justement sur la diversité des métiers dans le secteur des métaux, de la métallurgie, secteur d'ailleurs en pleine mutation, ce qui peut peut-être nous aider sur les sujets d'attractivité. Bon, vous êtes une jeune femme, vous allez peut-être nous faire un petit focus sur la place des femmes dans les métiers. Je pense que vous incarnez tout à fait la place des femmes dans ces métiers techniques. Et puis... Oui, on a une belle table ronde. Vous reviendrez, Annabelle, sur 2 enjeux majeurs, hein, que sont l'attractivité des métiers, donc, dont on a parlé, et sur l'enjeu de l'adaptation de la formation pour répondre aux besoins en compétences et aux besoins en recrutement. Et en particulier, d'ailleurs, vous avez développé une école de formation chez Montero. Donc ça fait pas mal de sujets, mais voilà, dites-nous un mot de tout ça, Annabelle. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va essayer de respecter le format des 8 minutes pour Absolument. toutes ces questions. Alors, en effet, hein, vous l'avez dit, notre groupe industriel français prend ses racines avec la société Montero, dans le cœur de métier le soudage, et rassemble aujourd'hui l'essentiel des savoir-faire au service des grands projets de mécanique. Alors, vous le savez, hein, peut-être un petit mot sur les métiers de la mécanique, hein, parlons technique, ils sont partout. Leur contribution sociétale est majeure, à la fois dans les métiers de l'énergie, dans la filière électronucléaire, mais aussi dans la pharmaceutique, dans l'agroalimentaire et dans la défense. Alors notre groupe a toujours adressé la filière électronucléaire, puis s'est ouvert progressivement aux autres secteurs au fil de son expansion. Nous rassemblons aujourd'hui plus de 1600 collaborateurs avec une diversité de métiers et d'expertise. Ça a déjà été dit préalablement, hein, mais parmi ces métiers, ces expertises, évidemment, des profils ingénieurs, des techniciens et des ouvriers hyper spécialisés, hein, puisque c'est là où se passe le geste, sur le terrain, pour lesquels fabriquer des composants mécaniques revêt un sens qui est concret. Et aujourd'hui, les jeunes générations cherchent aussi du sens dans leur action et dans leur carrière, d'autant plus ce sens lorsqu'il est à destination du nucléaire, puisque ça a été dit également, hein, mais effectivement, il convient de le mentionner à nouveau. Fabriquer ces composants mécaniques à destination du nucléaire, c'est aussi faire un choix d'être utile à la société, au climat,
et à notre souveraineté énergétique. Et bien sûr, les femmes ont toute leur place dans ces métiers et elles sont de plus en plus nombreuses. Je peux en témoigner, dans ma promotion, nous étions à peine 19% de femmes. Aujourd'hui, les chiffres ont été annoncés, ils sont un peu plus élevés, 20 ans plus tard. Donc il y a du progrès encore à faire, mais effectivement, il y a une démarche et une dynamique qui est en cours. Alors tout à l'heure, en préambule, Hélène, vous avez cité le programme Match, dont le rapport fait référence. J'aimerais y revenir sur des chiffres précis, notamment sur la chaudronnerie, puisque en matière de chaudronnier, le rapport Match fait état d'un besoin de plus 140% de chaudronniers à horizon 10 ans, donc c'est colossal. Pour les tuyauteur, le chiffre est d'une envergure un petit peu moindre, puisque ce sont 20% sur la même période, à horizon 10 ans. Donc c'est pourquoi la filière a choisi de mener une action en profondeur, à la fois sur ces métiers, mais sur d'autres, tous ceux qui font état dans le rapport Match. Par l'action à la fois du GIFEN, vous avez cité le GIFEN, Hélène, tout à l'heure, j'y reviens, avec EDF en fer de lance, évidemment, et puis les acteurs industriels rassemblés et qui font bloc dans cette action. Alors l'action, elle s'articule en deux leviers majeurs que j'aimerais ici évoquer, l'attractivité et la formation. Sur le sujet de l'attractivité, donc nous avons effectivement de nombreux talents à emmener vers nos métiers, et puis évidemment, on l'a dit, en quantité mais aussi en qualité, puisque nous souhaitons préserver aussi la réussite des projets. Donc deux composantes à l'attractivité des métiers essentiels qui sont l'innovation et la digitalisation. J'aimerais illustrer un exemple concret en faisant un focus sur le métier de soudeur qui a ici été cité sur cette table ronde et vous parler de nos compagnons qui se trouvent sur le terrain. Aujourd'hui, ils exercent dans un contexte d'activité qui est hautement sensible, avec de forts enjeux. Et ce métier, il l'exerce d'ores et déjà sur le terrain avec des procédés de soudage qui sont automatisés et innovants. C'est déjà une réalité sur le terrain. Avec ces procédés automatisés innovants, une supervision des paramètres de soudage est rendue possible. Donc il faut le voir, les soudeurs travaillent sur des écrans HD sur lesquels il est possible, y compris de fonctionner en full remote à distance. Donc c'est parfois loin de l'image du soudeur que l'on peut avoir, mais c'est une réalité sur le terrain, sur les activités les plus sensibles. Alors cela apporte évidemment des gains significatifs en matière de répétabilité, de traçabilité, aussi de rendement, il faut le dire, mais aussi sur le champ de la santé et de la sécurité qui nous préoccupe beaucoup dans notre quotidien. Alors on le perçoit, on vient de le dire, nos métiers se transforment tout autant que la société. Et on peut faire un parallèle sur ce champ, notamment avec les avancées médicales. En matière de téléchirurgie, par exemple, c'est assez semblable. Pour poursuivre sur l'attractivité, celle-ci passe aussi par des pratiques industrielles les plus performantes. Alors on l'a pas forcément encore évoqué sur cette table ronde, mais ce sont des pratiques qui se veulent aujourd'hui best in class. C'est l'engagement que nous avons pris au sein du groupe M, en s'engageant il y a déjà 2 années en arrière dans la construction d'une usine neuve spécialisée en piping nucléaire. Donc celle-ci vient compléter notre ensemble industriel Sud-Drôme qui s'étend sur une superficie totale de 4 hectares. Elle regroupe en son sein un centre d'expertise technique soudage, un lab de R&D et également une école de formation. Et j'en viens donc effectivement au deuxième levier qui est la formation. Alors, de nombreux parcours de formation académique existent. Nombreux ont été présentés par mes collègues sur cette table ronde. En premier lieu, je vais citer quelques exemples aussi de notre action quotidienne au niveau du groupe. France Travail, évidemment, qui a un dispositif nommé Atom Emploi, qui est dédié à la filière nucléaire. Nous sommes évidemment partenaires de l'Université des métiers du nucléaire et travaillons de concert avec Hélène et ses équipes dans le cadre de bourses d'études.
mais aussi au travers de la Semaine des métiers nucléaires qui a lieu chaque année et partout en région. Voilà, j'encourage les industriels à participer à cette dynamique avec l'UMN. Nous établissons des remontées terrain qui permettent l'adaptation des parcours de formation par l'éducation nationale. Donc cette action évidemment a pour objectif de lier les parcours de formation existants aux besoins de l'industrie qui se transforme. Nous avons également des partenariats avec le réseau des arts et métiers, dans la discipline génie mécanique évidemment, c'est celle qui nous concerne. Et puis peut-être aussi, voilà, ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais citer le réseau des mines notamment. Alors la voie de l'alternance, c'est effectivement apporte des réponses intéressantes, ça a été dit, hein, nous avons une quarantaine d'alternants au sein des effectifs de notre groupe actuellement. Je pense qu'il convient aussi de préciser que cette optique est de proposer des contrats en CDI à l'issue de l'obtention des diplômes. Et puis, en complément de ces différents parcours, donc voilà, je ne développerai pas de plus puisque ça a déjà été présenté. Et j'en viendrai à un élément de réponse à votre question, Hélène. Hein. Nous avons évidemment les industriels venant apporter des briques supplémentaires au travers de nos écoles des métiers. Donc c'est l'engagement que nous avons pris chez Montero déjà depuis 2012, au travers d'un premier parcours métier, celui de soudeur, hein, qui a été l'origine et la genèse de cette école des métiers. Et puis ensuite, évidemment, elle s'est développée au fil du temps par la construction de parcours métiers supplémentaires. Alors évidemment, sur des profils d'ouvriers hyper spécialisés, des chaudronniers par exemple également, des tuyauteurs, mais aussi les métiers connexes qui viennent englober les projets, des ingénieurs de projet, des ingénieurs calcul en tuyauterie, et on le sait, on en manque cruellement, hein, puisqu'aujourd'hui, il suffit effectivement de consulter les offres d'emploi et on peut s'apercevoir qu'il y a plus de 400 offres d'emploi à pourvoir en France pour ces métiers, donc c'est colossal. Et puis également des préparateurs méthodes, hein, qui sont tout à fait indispensables pour préparer ces activités complexes. Donc cette école des métiers s'est développée, elle comporte des parcours qui sont à la fois pratiques et théoriques, hein, et puis y compris des parcours en e-learning. Et puis peut-être vous donner un chiffre, l'an dernier ce sont 200 collaborateurs qui ont pu bénéficier de parcours de formation en interne. Donc c'est très représentatif, hein, à l'échelle d'une ETI notamment. Tout à fait, voilà. Et donc, je rejoindrai Monsieur Maucor, hein, vous avez évoqué effectivement le besoin de maintenir au sein de nos effectifs les collaborateurs les plus expérimentés. Alors évidemment, pour animer des écoles des métiers, c'est fondamental. Donc effectivement, les collaborateurs qui souhaitent donner un second élan de carrière pour faire monter en compétences les plus jeunes, c'est tout à fait un axe à considérer, puisque ça permet de préserver les équilibres, hein, des pyramides des âges au sein des effectifs. Et évidemment, nous devons encourager ce type d'initiative. Voilà, peut-être adresser un dernier mot, s'il me reste une petite minute. Une petite minute, bien sûr. Voilà, pour les étudiants. Voilà. Et les étudiantes, effectivement, qui nous suivent nombreux aujourd'hui. Alors évidemment, je vais prêcher pour nos métiers, hein, mais voilà, travailler dans la mécanique au sein de l'industrie nucléaire, c'est s'engager dans des projets industriels majeurs qui vous permettront d'évoluer dans un contexte d'excellence et d'innovation, il faut le dire. C'est également, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, hein, voilà, déjà dans le cadre de ce colloque, contribuer au progrès, à la souveraineté énergétique et à la transition bas carbone. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Annabelle. Bravo. Et merci pour votre contribution effectivement au dispositif de bourse d'études dans le nucléaire, hein, qui est aujourd'hui actuellement financé par l'État. Qui nous permet de financer aujourd'hui 200 bourses d'études par an pour des élèves qui sont dans des formations qui mènent à nos métiers en tension, typiquement des élèves en bac pro chaudronnerie, bac pro électricité. Voilà, donc nos boursiers, ils sont sur des diplômes qui vont du CAP au BTS aujourd'hui. On en a 200 par an, financés par l'État. Notre objectif, c'est de doubler
de passer à 400 boursiers par an, avec cette fois un double financement. Alors toujours une partie par l'État, 200, et puis les 200 autres financés par les entreprises de la filière nucléaire. Et j'en profite pour remercier la plupart d'entre elles qui ont répondu positivement. Déjà, il y a Montero, il y a Capgemini que je vois là-bas, Orano, bien sûr, et tant d'autres. Et c'est important qu'on puisse tous ensemble, en fait, faire filière et ensemble attirer des jeunes vers les formations qui mènent à nos métiers en tension. Alors, d'autres métiers en tension et non moins importants, Philippe Denier, donc vous êtes directeur technique, expert sûreté nucléaire à Eiffage. Et effectivement, un autre enjeu crucial et un domaine crucial pour le nucléaire, c'est le génie civil. Alors vous, votre groupe, on le sait, a été est chargé de réaliser les travaux de génie civil pour les 2 futurs réacteurs de Penly 2. Donc bravo, vous êtes le contractant en génie civil pour Penly. Donc c'est une grosse responsabilité. Et de la même manière, comment, comme ça a été fait par Annabelle, vous pouvez peut-être nous parler de vos besoins en compétences dans le génie civil, sur quel métier vous recrutez, quel niveau de diplôme, peut-être aussi l'évolution des métiers, de la même manière que dans le soudage, une évolution peut-être des métiers dans le domaine du génie civil. Et puis, peut-être pouvez-vous nous dire également comment, quelques mots sur la manière dont vous anticipez ces recrutements à venir en lien avec les acteurs de la formation. Voilà, on vous écoute sur ces sujets de formation. Merci beaucoup. Bon, c'est toujours difficile de passer en dernier et puis d'essayer d'avoir spontanément une vision articulée par rapport à tout ce qui a été dit. Mais enfin, le côté sûreté fait que inquiet jamais, prudent toujours. Donc moi, j'ai fait décarboner par rapport aux autres pour mes petites notes. Et avant toute chose, je voudrais faire une incise sur un sujet sur lequel je vais revenir après, qui est la prévention dans nos métiers. Parce que ça s'applique à tous les métiers, mais en particulier aussi dans le génie civil, du fait de nos activités, du fait des matériels qu'on emploie. Et c'est un point qui est très important. Bon, évidemment, il y a le contexte réglementaire, mais nous, chez Eiffage, notre politique de prévention, c'est 0 accident, 100% sécurité. Et c'est initié depuis tout en haut de la direction générale, en des objectifs très clairs là-dessus. Pour ceux qui connaissent un peu les chiffres, en 2023, on était à 4,95, on était à 5,58 en 2022. Et si vous regardez les chiffres du bâtiment et des travaux publics, quand moi je suis rentré dans la carrière, il y a quand même eu énormément de progrès. En termes de formation, ça veut dire que la prévention en elle-même, rien que chez Eiffage, l'an dernier, on a formé 1000 managers au leadership sécurité et on a des applications sécurité qui sont utilisées par plus de 50 000 personnes. Et donc évidemment, il y en aura encore plus qui vont utiliser ces applications et qui suivront ces formations quand on va arriver à Penly. Et on a reparlé du programme match du GIFEN, des besoins qui sont évalués à 100 000 personnes en 10 ans. Et alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, on parlait des collèges tout à l'heure, je vous recommande le jeu des 7 familles du GIFEN, qui permet de voir toutes les fonctions. Je note avec un peu de déplaisir quand même que l'ingénieur d'études génie civil, c'est le grand-père. Bon, enfin, mais c'est le premier qui arrive, c'est le premier qui arrive sur le chantier, voilà. Et donc, bon, alors ça c'est la version carte à jouer, mais je suis sûr qu'il existe une partie sur Internet. Je crois que la fille, c'est la soudeuse. Mais enfin, bon, revenons aux prévisions d'emploi. Alors pour ça, il y a Niels Bohr, le physicien danois qui a donné son nom au modèle atomique, qui avait une jolie citation. Il disait « La prédiction est un exercice très compliqué, en particulier quand elle concerne le futur ». Donc aujourd'hui, nous, les besoins les plus importants pour la filière, et là je parle pour Eiffage Génie Civil, dans le cadre du marché NM 2201 du génie civil. Donc pour nous, on estime qu'au pic de l'activité, on aura à peu près 5000 collaborateurs présents sur le site. Et ça, c'est à la période 2028-2029. Donc ça donne une idée de ce que ça va représenter. D'une certaine manière, nous ne faisons que les terrassements et le génie civil. Alors, on n'est pas les gens qui vont faire toute la partie, les montages des process, etc. Donc le reste, c'est à l'échelle de ça. Donc en pratique, donc nous on a ce planning prévisionnel, on attend naturellement le plus vite possible les autorisations environnementales et dès que c'est fait, si possible avant l'été, on rentre sur le chantier, on démarre les terrassements.
Et donc, en fait, sur ces bases, on va adapter nos besoins en recrutement sur l'avancée réelle du chantier. Donc, on a ces prévisions qui sont plutôt glissantes et sur la base desquelles on va pouvoir définir les bonnes personnes, les bons profils, en interne, en externe, et en privilégiant aussi le recrutement local. Et donc, pour ça, on a donc des actions locales, ça a été mentionné par un certain nombre d'entre vous, sur les structures de l'emploi et de l'insertion. On a les services de France Travail, et dans le cadre du contrat, par exemple, nous avons l'objectif de réaliser 1 million d'heures d'insertion de personnes éloignées de l'emploi. Donc c'est colossal par rapport aux populations et à ce que ça va apporter. Dans le même ordre de grandeur, 300 000 heures pour des personnes qui sont reconnues en situation de handicap. C'est également très important. Et donc, on est obligé de mettre en place des cursus de formation pour ça, qui sont en cours d'élaboration avec les acteurs de la formation professionnelle et initiale. Donc on a la région, il y a France Travail, il y a l'éducation nationale, etc. Et donc avec tous les acteurs du nucléaire, dont EDF évidemment, nous sommes en particulier partie prenante du programme de la région Normandie, celui qui s'appelle le 3NC, hein, Nouveau nucléaire, nouvelles compétences, qui lui-même, comme ça a été rappelé par Vincent dans l'introduction, s'inscrit dans le cadre de France 2030. Et donc ce programme 3NC, il se décline autour de 7 axes. Comme j'ai que 7 minutes, je ne vais pas les citer, mais je peux le faire s'il y a une question. Pour ces axes de développement, ils doivent faire naître un attrait pour les projets nucléaires, pour l'amélioration de l'offre, et ça couvre depuis le CAP jusqu'à Bac+8. Donc, ça devrait faire, à terme, enfin c'est l'idée du programme, la Normandie, une espèce d'observatoire pour les métiers du nucléaire qui pourrait servir au reste. Il y en a qui pensent que j'ai pas assez bien vendu ce qu'ils font. Bon, naturellement, de manière plus générale, hein, il faut replacer ça. Pour nous, la formation, elle s'inscrit dans le cadre général. C'est-à-dire qu'il y a le niveau national avec l'éducation nationale qui donne des titres, un BTS, un diplôme d'ingénieur. Ensuite, il y a la notion de titrisation, si vous me passez ce néologisme du ministère du Travail, qui donne un titre professionnel. Par exemple, vous avez le titre professionnel de coffreur-bancheur. Et ensuite, nous sommes dans les locaux de la FNTP, vous avez les dénominations qui sont des formations qualifiantes des branches professionnelles. Et là, vous pouvez être constructeur en voirie urbaine et réseau. Et donc, on recrute à tous les niveaux. Et y compris des personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on prend des gens qui sont éloignés de l'emploi, sont des gens qui peuvent n'avoir aucun des titres et aucune des formations dont on a parlé. Et donc, on les forme en interne. Alors, on a un minimum qui est un cycle commun, et si vous avez écouté mon incise au début, vous avez deviné que c'est la prévention. Donc ça, c'est le cycle, c'est le socle commun pour tout le monde. Et ensuite, c'est abonder des connaissances spécifiques aux différents métiers. Donc ça peut être guide de manœuvre pour l'agent trafic, là, celui qui va faire circuler les engins. Ça peut être de la gestion pour un conducteur de travaux. Je rappelle que non seulement on construit dans les délais et avec la bonne qualité, mais en plus dans les prix. Et puis ça peut être l'environnement ou le bas carbone pour l'encadrement. Donc tout ça, c'est des formations qui nous vont s'inscrire dans des systèmes qu'on appelle les instituts et l'université FH. La différence, c'est que les instituts, c'est quelque chose qui est au niveau d'une branche. Donc le génie civil, c'est la branche infrastructure. Donc on a un institut qui traite des métiers qui sont transverses à la branche, mais on a d'autres branches. Et à ce moment-là, on a l'université FH qui, elle, va s'occuper des métiers qui sont transverses à l'ensemble du groupe. Et puis, comme on l'a rappelé, le BTP, c'est un milieu de tradition orale, hein, pour ce qui concerne la réalisation. Et on a déjà tous mentionné le compagnonnage. De ce fait, le BTP, il a la faculté de pouvoir intégrer tout type de collaborateurs et de tous horizons. Et de ce fait, enfin, je ne vais pas m'interroger sur l'antériorité de la poule ou de l'œuf, hein, mais la formation, c'est à la fois un point de départ et un outil au service du développement des compétences des individus et donc de l'entreprise. J'ai parlé besoins, j'ai parlé formation, assez logiquement, je vais parler contrat. Et je vais faire peut-être un petit rappel, parce qu'il y a des spécificités dans le génie civil, mais tous les contrats, naturellement, sont régis par le droit du travail en France. Une fois qu'on a dit ça, je vais pouvoir résumer le reste.
Premier type de contrat, il y a le CDD, contrat à durée déterminée, il a un début, il a une fin, et elle est connue, à l'avance. Ensuite, il y a le CDI, qu'on connaît aussi, contrat à durée indéterminée, on sait quand ça commence, puis a priori, on ne sait pas quand ça se termine. Et enfin, il y a le CDI de chantier, qui est une spécificité, qui a un début, qui a une fin, mais qui n'est pas connue précisément à l'avance, puisque la fin, c'est à la fin du chantier. Et chez Eiffage, en fait, on a très peu de CDD. CDD, on n'en a pas. Enfin, très peu. Et dans les métiers du génie civil, il y a un caractère nomade intrinsèque au métier. Donc, le nucléaire, c'est du temps long. Le génie civil, c'est du temps long. Mais dans le génie civil, on peut travailler à différents endroits. Et donc, le CDI de chantier, c'est la réponse la plus appropriée. Parce que vous pouvez avoir des gens qu'on recrute, mais qui n'ont pas de souhait ou de volonté ou de possibilité de déplacement géographique. Et donc ces gens-là, le CDI de chantier, ça leur correspond tout à fait. Et puis si à la fin, ils se sentent des appétences pour ce métier, qui sont prêts à retenter l'aventure à un autre endroit, eh bien, à ce moment-là, on a des possibilités de reclassement dans les autres chantiers du groupe. C'est pas propre à Eiffage, hein, c'est une obligation légale. Hein. Mais nous, on le regarde fortement. Et enfin, on a parlé de la génération Z, et aujourd'hui, on sent une appétence de cette génération pour ce type de contrat, parce qu'on est face à des personnes qui ne choisissent plus une entreprise pour aller travailler toute la vie, mais qui choisissent un projet qui les intéresse particulièrement. Et donc, on a parlé, par exemple, un projet décarboné, un projet de centrale, un projet pour développer leur région. Enfin bref, les motivations sont multiples. Et là, je ne citerai pas un chantier qui a été fait par nos concurrents, mais ce qu'on voit, c'est que la génération Z, elle a tendance à vouloir terminer les choses dans les délais. Ça peut paraître paradoxal, hein. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est quelque chose qui est important. Les gens, ils viennent, ils sont motivés par le projet, et ils le font. Et ensuite, ils vont pouvoir valoriser toutes les compétences qu'ils ont acquises là-dessus. Le challenge pour nous, c'est qu'une fois qu'ils auront fait ce premier projet, ils soient suffisamment intéressés pour se dire « Panly, c'est bien, Gravelines, c'est un peu plus au nord, mais je vais y aller quand même. Et comme j'aime le ski, peut-être je vais viser Bugey pour le coup d'après. » Donc voilà. Donc c'est à nous de les convaincre d'y rester au travers de tous ces projets qui sont reliés à la filière EPR2. Je pense que j'ai juste utilisé mon temps. Donc j'ai encore terminé dans les délais, ça fait 2 fois. Si j'ai une petite minute, je peux dire 2 mots des stages à l'étranger chez Eiffage, parce que j'ai l'impression que ça intéressait les gens. C'est pas lié au nucléaire, mais je peux dire... Allons-y, sur les stages à l'étranger, ça rebondit sur ce que disait Anne. Je peux dire 2 mots là-dessus. Donc nous, on a des filiales, on a des chantiers à l'étranger, on peut accueillir des stagiaires, des alternants, des VIE. Et évidemment, on préfère envoyer en stage des étudiants qui sont bons et qui sont motivés et dont on a pu apprécier les capacités lors de stages précédents. Donc venez plutôt nous voir pour votre stage de première année, voire pour votre alternance avant de faire la suite, etc. Ce sera plus facile de partir à l'étranger avec nous parce qu'on vous connaîtra déjà. Et voilà. Et donc, une dernière chose, si l'anglais est nécessaire, parfois la langue du pays l'est aussi. Alors, je pense qu'en Belgique, c'était plutôt le flamand que le wallon, à mon avis, qui était demandé, ou pas. Mais si c'était vraiment le wallon, c'est un peu, c'est quand même assez fort. Et donc voilà, jobs.fh.com hein, pour tous les étudiants qui sont là et tous ceux qui nous suivent. Là, vous pouvez trouver toutes les offres de stage du groupe. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On dit un petit mot de notre méthode de recrutement très innovante pour vos besoins à Panly 2. Un petit mot. Le micro qui se coupe, c'est quand même très fort. Oui, oui, je peux en dire 2 mots. Je pense que le spécialiste RH en dira un peu plus. En ce moment, il y a un travail qui est fait en conjonction avec EDF. Hein, et je n'ai pas parlé trop de Panly parce qu'en général, on fait toujours la communication Panly de manière simultanée. Mais puisque c'est EDF qui me pose la question, actuellement, il y a un travail qui est en cours entre France Travail et LinkedIn et l'UMN pour pouvoir
aller sourcer les profils dont on a besoin le plus en amont possible et être capable d'aller chercher les gens quand bien même ils n'y ont pas pensé spontanément ou ils ne se sont pas encore manifestés parce qu'ils ne savent pas qu'on cherche tout de suite ou bien ils veulent peut-être pas en parler trop à leur employeur actuel, etc. Et donc là, il y a sans doute aussi une potentialité pour essayer d'aller sourcer un peu plus de gens qui seraient intéressés par le sujet. Mais comme on l'a dit, le challenge est important, enfin le défi, pardon, est important. Je laisse challenge pour les interprètes. Le défi est important, donc, parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup de monde et aujourd'hui, on sent que ça va être tendu. Ouais. Merci beaucoup. Première fois donc on allie en fait les expertises publiques de France Travail et privées de LinkedIn pour aller sourcer un peu différemment. Donc on verra ce que ça donne. Merci beaucoup, Claude. Je rends la parole à Hélène, c'est pour vous faire une proposition. Il est 16h10, 16h15 à peu près. On devait s'arrêter à 16h pour la première pause. On va prendre 20 minutes quand même de questions-réponses parce que bravo pour la table ronde, vraiment très instructif, très intéressant, très riche. Je regrette simplement, j'étais en contrat avec un lycée, le lycée Raspail, pour les formations professionnelles. Je regrette qu'il ne soit pas là parce que c'est les métiers chaudronnerie et bâtiment, génie civil, pardon, excuse-moi Philippe, qui auraient été très intéressés. Bon, ça ne fait rien, on ira sur place puisque c'est eux qui sont venus à nous. On leur mettra le passeport nucléaire. Ils rejoindront les 3000 élèves qui bénéficient du passeport nucléaire. Oui, puis on ira dans les lycées de toute façon. Alors, je vous propose ça. On prend un quart d'heure, 20 minutes de questions-réponses et on boit le café et on va prendre un petit peu sur l'intervention de Pedro, qui ne m'en voudra pas. Et puis, comme Willem va intégrer la table ronde de Gabriel, on gagnera un peu sur les conclusions et je vous promets que je les tiendrai en un quart d'heure. Donc, à toi, Hélène. Oui, non, on va peut-être prendre des questions effectivement dans la salle. Est-ce que par rapport aux interventions qui ont eu lieu, je vois qu'il y a 2 mains levées, 3, 4. Alors on va commencer. La dame là-bas était première, voilà. Alors, et honneur aux dames de toute façon. Et après Brigitte, c'est que ce ne sont que des dames. Trop court. Oui, c'est important la question de valorisation des métiers et auprès de toutes et de tous. Penser que effectivement les chaudronniers, tout ça, c'est très bien, mais enfin dans la vie de tous les jours, il faut peut-être leur expliquer. Par ailleurs, j'aurais aimé une question sur excusez-moi, c'est l'ordre du jour, c'est à l'actualité sur l'intelligence artificielle et tous ces métiers. Et avant de céder mon micro, je trouve que quand même votre passeport nucléaire, c'est quand même pas le bon terme. Si vous aviez pu passeport métier du nucléaire, ça aurait été mieux. Merci. Alors, on va prendre toutes les questions en même temps. On prend toutes les questions. Brigitte. Merci beaucoup. Bonjour, Brigitte Bornemann, énergie de la mer, énergie renouvelable en mer également. Juste une question notamment à EFH qui intervient beaucoup sur les structures et les infrastructures portuaires, mais également pour l'éolien flottant par exemple, ou d'autres. Comment faites-vous la différence entre les métiers du nucléaire, notamment au niveau du soudage, et celle des énergies renouvelables en mer? Est-ce que ce sont les mêmes formations? Comment cela se passe-t-il? Alors, encore une question. Oh là, oui, alors Jean-Claude et puis alors Emmanuel, si j'ai bien compris. Oui, Jean-Claude Perroda, je suis un ancien ingénieur CEA, et j'étais conseiller énergie à l'ambassade de France à Berlin. Ma question porte sur l'organisation. Comment se fait-il qu'en France, on ne puisse pas appliquer le modèle allemand avec les Fraunhofer, les Max Planck, les Helmholtz, qui mixent en fait les industriels, les centres de recherche, les universités et les financiers? Actuellement, en Allemagne, d'après ce que j'ai compris, sur le nucléaire, où malgré tout, on ne peut pas dire que ce soit un sujet très attractif en Allemagne, ça marche quand même pas mal.
Bon, ceci est ma question. Le deuxième, je vais très vite, question d'attractivité. Je vais vous signaler qu'en 2025, la France a été choisie pour accueillir les 55e Olympiades de physique. Alors, ces Olympiades de physique sont un événement international sous le haut patronage du président de la République. Et c'est une dizaine de jours où les étudiants du monde entier vont se confronter sur des épreuves. Mais l'idée est de faire connaître les entreprises françaises et l'attractivité des entreprises françaises en matière de sciences. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des précisions. Emmanuel. Oui. 1, 2, ah oui. Merci de me laisser juste faire 2 petites remarques. Sur le compagnonnage, il y a le GIFEN qui a mis en place un projet qui s'appelle le projet Coach, qui va aller dans ce sens-là. Et nous avons l'intention de faire un annuaire des anciens du nucléaire qui serait tout à fait enclin, on va dire ça comme ça, pour venir nous aider. Il y a quand même un petit business quand même sur les anciens du nucléaire, il faut le savoir. Il y en a beaucoup aussi qui le font, mais avec rémunération. Donc j'appelle tous les anciens et les anciennes à venir postuler sur cet annuaire du GIFEN pour le projet Coach. Et la deuxième chose, c'est le digital. Vous n'en avez pas beaucoup parlé, notamment dans les formations. La réalité virtuelle, le geste, on n'apprend qu'en faisant. Il faut savoir que la réalité virtuelle aujourd'hui dans les formations, c'est absolument fondamental et incontournable. Au CNAM, on fait beaucoup de choses là-dedans et ça évite justement que les jeunes et les moins jeunes qui arrivent sur les sites n'ont jamais fait. En fait, ils l'ont fait déjà quelquefois. Alors évidemment, ils l'ont fait dans une ambiance de réalité virtuelle, mais ça permet quand même d'aller plus vite ensuite quand ils arrivent chez vous. Alors, Georges, vas-y. Et puis encore une question, après on arrête les questions parce qu'on revient à la tribune. Alors, ça a été dit, mais je voudrais revenir là-dessus. Tout commence dans les collèges et les lycées. Et là, je suis parfaitement d'accord là-dessus. Alors, il y a un accent qui est mis vers les formations professionnelles et l'apprentissage. C'est très bien. Mais encore faut-il attirer les élèves vers ces formations. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un sacré problème culturel qui persiste, parce que dans l'enseignement général, les usines, l'industrie, ça n'a pas vraiment bonne presse. Et c'est quand même, et ça c'est culturel. Et c'est quand même extrêmement dommage, parce que ça empêche beaucoup d'élèves d'y penser. Donc, la question est, est-ce qu'il ne faut pas aussi travailler avec les lycées généraux et les formations générales, parce que là-dedans, il y a des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire dans la vie et ils n'ont peut-être même pas l'idée de se dire qu'on pourrait aller dans l'industrie. Alors, dernier point, juste un dernier point, l'armée recrute sur les ondes. Pourquoi l'industrie, en général, parce qu'il faut que ça se passe sur l'industrie en général, et l'industrie nucléaire en particulier, ne font pas le même genre d'annonce, parce que je pense que c'est efficace pour l'armée. Oui, c'est ce qui est fait en Royaume-Uni, on en reparlera. Et puis après, c'est toi, Hélène. Alors justement, merci au dernier intervenant, Christine Halsbauer, je suis journaliste, donc a priori plutôt communicante, et j'aurais juste une remarque, c'est qu'il y a une grande muette en France, c'est l'armée. Donc je rebondis sur le dernier intervenant. Et quand ils ont voulu recruter, ils sont allés chercher des super-héros. Tom Cruise a fait un travail remarquable avec ses films. Donc je ne sais pas, moi, grâce à Claude, et merci Claude, parce que vraiment ça permet peut-être de rendre plus attractifs les métiers du nucléaire. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Pierre-Latte voir des super soudeurs, des super chaudronniers qui sont vraiment, aussi bien physiquement que dans ce qu'ils font, des super-héros. Alors, je ne sais pas, peut-être que par les temps de communication qui courent aujourd'hui, avec la 3D, vous pourriez peut-être essayer d'imaginer comment, en fait, pour rendre plus attractifs des métiers qui sont fabuleux, inventer des super-héros, pourquoi pas ? Merci beaucoup. Je prends le dernier point et je passe la parole à mes invités pour compléter.
Sur ce dernier point de la communication et j'irais même effectivement jusqu'au film, au cinéma, ça fait partie des actions de notre plan d'action qu'on a remis au gouvernement. Donc il y a l'idée de lancer une campagne de communication de grande ampleur sur le modèle de ce qu'a présenté Tricia, qui a été fait au Royaume-Uni. Donc là, on est en train d'organiser les réflexions, on en est au début, pour savoir ce que pourrait être une belle campagne de communication de grande ampleur pour donner envie de rejoindre la filière nucléaire. Donc on va aller chercher les bonnes pratiques en Angleterre. On est allé déjà chercher les bonnes pratiques de l'armée, parce qu'effectivement ça fait référence. Et puis on est en contact avec le ministère de la Défense, qui a une mission communication en fait. Et la mission communication du ministère de la Défense, pour la petite anecdote, a contribué aux séries, par exemple Bureau des légendes, ou à d'autres films de cinéma. Et c'est tout à fait ce qu'on veut faire. Donc voilà, avec Tom Cruise ou des séries. Donc on est aussi en train de travailler avec le ministère des Armées et les équipes qui font du cinéma au ministère des Armées, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, pour aller regarder comment on pourrait effectivement se diriger vers du cinéma, des séries, pour donner envie d'aller dans le nucléaire. Sinon, aujourd'hui, il existe quand même un site, Mon avenir dans le nucléaire, je tiens à le citer quand même. C'est le site unique, porte d'entrée unique, qui donne accès quand même à tous les métiers de la filière. Alors c'est moins sexy qu'un film, on est d'accord, mais ça a le mérite d'être très pratique. Il y a tous les métiers de la filière nucléaire, toutes les formations qui mènent aux métiers de la filière nucléaire, toutes les offres d'emploi de la filière nucléaire, de la même manière qu'au Royaume-Uni, il y a une plateforme avec toutes les offres d'emploi, si j'ai bien compris ce que disait Tricia, nous avons la même chose sur Mon avenir dans le nucléaire, et on a toutes les offres de stage et d'alternance des entreprises de la filière sur ce portail Mon avenir dans le nucléaire. Donc je tenais à le rappeler. Je vais peut-être passer la parole à mes invités. Alors peut-être Eric sur la réalité virtuelle, innovation dans les formations, Anne sur les lycées, et puis nous continuerons ensuite, je pense, je vous passerai tous la parole. Il faut que tu répondes aussi sur les CMQ par rapport à la question de monsieur. Oui. Allez, je termine. Oui, effectivement, par rapport à votre question, monsieur, qui est très intéressante par rapport à l'Allemagne. Alors, nous, c'est au niveau des régions qu'on va arriver à fédérer, mais pardon, on arrive effectivement à fédérer tous les organismes de formation continue, les établissements de formation initiale, lycée pro, IUT, école d'ingénieurs, les clusters d'industriels, les élus, puisque c'est la région en général qui contribue à créer ces entités-là, les rectorats, donc académie, éducation nationale, et ce sont les campus des métiers et des qualifications. Et c'est vraiment eux qui vont nous faire permettre de faire évoluer la cartographie des formations, de lancer des actions d'attractivité. Et en fait, maintenant, c'est vraiment de la compétence de la région que de faire évoluer. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille, et ça fonctionne. On est vraiment à la maille régionale. On fédère les bons acteurs via ces campus des métiers et des qualifications. Et nous, l'UMN, du coup, on est... alors, tous les CMQ qui font du nucléaire, les campus des métiers et des qualifications qui font du nucléaire, entre guillemets, sont adhérents à l'Université des métiers du nucléaire. Et grâce à eux, en fait, on va aller faire évoluer les formations. Et en fait, ce sont les CMQ, typiquement, si on reprend l'exemple du projet normand, 3NC, qui a récupéré quand même, qui est un projet à plus de 60 millions d'euros, et dont plus de 40 millions d'euros financés par l'État, France 2030, eh bien, sur ce modèle-là, les autres campus des métiers et des qualifications portent des dossiers qui vont faire financer par l'État et que nous soutenons. Donc on a vraiment une structuration qui va permettre de fédérer les acteurs à la maille régionale, nous, à l'Université des métiers nucléaires, d'aller apporter notre support à ces projets, à leurs demandes de financement, qui déposent auprès du SGPI, de France 2030. Et c'est comme ça qu'on arrive, on a en ce moment dans le portefeuille une dizaine de projets lancés par des campus des métiers et des qualifications dans les régions, et ou par des groupements d'écoles d'ingénieurs. Le groupement des écoles d'ingénieurs Institut Mines Télécom porte aussi un dossier qu'on soutient. L'Université du Mans porte aussi un dossier sur les contrôles non destructifs dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, nous, on va aller soutenir ces projets pour récupérer le financement public. Donc on est quand même, je trouve, d'ailleurs assez bien organisé. Et d'ailleurs, alors je pense qu'il y a effectivement des bonnes pratiques à prendre en Allemagne ou ailleurs. On va rester très humble, mais on est sollicité par l'Europe pour aller présenter la manière dont on est structuré en fait, parce que finalement, on a un plan d'action et on fait en sorte que le financement de l'État arrive sur le plan d'action. Voilà. Donc on peut faire mieux, mais on essaie de se soigner. Encore moins même, Claude, vous allez voir. Par rapport à la question, enfin la remarque d'Emmanuel Galichet sur
l'apport, j'allais dire, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, etc. Alors, Emmanuel le sait, mais pour les autres, nous, on a développé un réacteur en réalité virtuelle, mais aussi en environnement physique, c'est-à-dire qu'on se déplace dans un environnement physique, pour une raison simple, c'est que notre réacteur d'enseignement s'est arrêté et que donc il fallait qu'on continue à former les gens dessus, donc il a fallu qu'on développe ça. Tout à l'heure, je parlais de doubler les promotions. Ça nécessite aussi qu'on hybride un certain nombre d'enseignements, notamment l'enseignement des matières fondamentales. On va le faire de plus en plus en module e-learning. Et là aussi, on utilise un outil qui nous facilite les choses qui a de l'intelligence artificielle dedans. Je ne sais pas ce qu'on n'a pas d'ailleurs aujourd'hui, mais enfin, peu importe. Pour accélérer ce phénomène-là, parce que de plus en plus, on va faire les fondamentaux, si j'ose dire, en module e-learning. Et par contre, concentrer à la fois nos espaces physiques et nos intervenants sur les aspects travaux pratiques, travaux dirigés, etc. Je laisserai la parole à Anne après pour l'aspect lycée. Toutes nos unités d'enseignement en région, alors c'est moins vrai en région parisienne parce que c'est toujours plus compliqué, bizarrement, mais c'est vrai en Normandie, c'est vrai en Occitanie, c'est vrai en PACA. On travaille avec les lycées professionnels autour, notamment sur des formations réglementaires dans le domaine de la radioprotection, parce que comme ça, ils ont tout de suite ce type d'habilitation. Pardon, madame ? Non, pas que justement, mais il faut tout écouter en fait pour bien comprendre. C'est toujours mieux. Je vous en prie. C'est pas ce que j'ai dit, madame, mais comme vous faites autre chose en même temps, vous écoutez pas tout ce qu'on dit. C'est pour ça que peut-être vous en avez loupé. Non, Ghislaine, allez, pas de polémique, allez, on continue. C'est pas de polémique, mais j'aime pas qu'on me marche sur les pieds non plus, donc voilà. C'est aussi ça. Voilà, donc on travaille avec un ensemble de lycées justement pour aider les jeunes aussi à s'orienter et avoir ces formations pratiques tout de suite. Alors les lycées. Alors, moi, c'est très simple, ça s'appelle les cordées de la réussite. Vous regardez sur Internet. Donc nous, on y participe, mais beaucoup d'écoles, d'ingénieurs, de commerce, etc. participent au dispositif Les Cordées de la réussite qui ont été mises en place. Alors, j'ai plus la date exacte, mais il y a déjà très longtemps par le ministère de l'Éducation nationale. Et ça permet de mettre en relation donc collège avec une grande école, avec une usine, une entreprise, voilà, des salariés se déplacent en lien avec des professeurs d'université. On va dans les écoles, que ce soit les collèges, les lycées pro, voilà, tout type d'établissements secondaires et on présente les filières. Ça peut être la filière nucléaire, mais ça peut être aussi, pour l'avoir mis en place, c'était avec L'Oréal, c'était la science et les femmes. On sait très bien, d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on a évoqué, la mixité au sein du nucléaire. Voilà, et bien ces jeunes filles, arrêtons de se projeter uniquement dans le domaine de la santé. Elles peuvent être aussi ingénieurs soudeurs, ingénieurs en génie civil, etc. Donc les cordées de la réussite, vous tapez juste ça et vous allez voir tous les dispositifs qui existent. Et ce sont des jeunes, alors je ne sais pas ici s'il y en a qui participent à ça chez nous, des jeunes vont spontanément sur leur temps libre discuter avec des jeunes. Parfois même il y a des parrainages aussi qui se font pour accompagner ce jeune dans sa recherche d'orientation. Donc ça c'est vraiment important. Merci, c'est une super initiative, les Cordées de la réussite. On y travaille aussi. Voilà. Tricia, un mot sur une des questions peut-être qui... a few words about the questions or anything else? Yeah. So a couple of things. So on the sort of attraction at a primary and secondary education level, we've developed a platform called Developing Experts. It's a national platform which is aligned to the curriculum, science curriculum. So it's accessible by teachers, parents and pupils. And what it does is we've worked with companies to build in case studies of actual role models in the sector. So that's aligned to the actual curriculum. So it gives the teachers resources to use in the teaching of science. It gives a balanced view on energy as a whole, including nuclear. And I think it's been a really great resource, and it's had really positive feedback from teachers and pupils alike. So that's one thing we've done. We talked about companionship. One of the things that's been launched in the UK, it's not been launched yet, is a mentoring scheme, which has been launched by the Nuclear Institute.
They've already, before launching it, they've got 200 people lined up to mentor young people and other people in their professional development, and they'll be looking for more people. But also, I think on the attraction side, I think where the industry struggles is in the supply chain companies. So if you take the Nuclear Decommissioning Authority in the UK, there were 6,000 applications for 150 graduate vacancies. So they are oversubscribed. Sellafield's always oversubscribed, as is EDF. Where we struggle is in the supply chain. Those individuals wouldn't necessarily think about a job in a supply chain company. So we are currently running a few focus sessions with employers, insight sessions, and we're bringing in a brand and comms expert to help the supply chain companies build case studies in terms of what it's like to work in a supply chain company. So I think we always, the big players, I think, in the industry do well to recruit, but actually further down the supply chain, that's where we've got issues. Thanks. Eric, tu passes? Je laisse mon temps de parole à ceux qui font. C'est très gentil. Merci. Donc, Annabelle et Philippe, quelques mots. Peut-être qu'il y avait une question spécifique pour Philippe, pour Eiffage, mais Annabelle, peut-être sur les autres sujets. Oui, on s'est concerté en tant que fabricant. Alors, je dirais que pour le soudage, la réponse c'est same but different. Donc, en fait, ça dépend de ce qu'on réalise et des contraintes dont on a besoin. C'est pas forcément le même type de soudage entre la réalisation d'une plateforme semi-immergée par notre filiale Smulders en Belgique. Là, il faut parler flamand. Et quand on fait de l'autre côté un liner d'enceinte où finalement on va venir souder du chewing-gum en demandant que la résistance des deux côtés du chewing-gum soit exactement la même qu'au milieu de la plaque. Et donc ça fait que les spécificités sont différentes. Et on en parlait un petit peu aussi en aparté, il y a des difficultés avec le contrôle. Et donc en réalité, il y a le soudage, le geste de soudage, et ensuite il y a les techniques de contrôle. Mais je vais laisser parler la spécialiste. Effectivement, je vous rejoins. On a quantité de matériaux assemblés et également de procédés qui sont distincts. Et effectivement, un expert dans un procédé n'est pas nécessairement expert dans un autre procédé. Donc, c'est des métiers qui sont extrêmement complexes au panorama technique qui est très large. Effectivement, pour parler du point du contrôle, qui est tout à fait important, et je le lirai avec la question aussi de monsieur sur l'IA. Ce sont des technologies effectivement que nous explorons, les industriels, aussi les centres de recherche, pour effectivement un vecteur pour pallier à cet appel en compétences que l'on a évoqué. Évidemment, on a les leviers de l'attractivité de la formation, mais aussi les nouvelles technologies qui arrivent. Et l'IA en la matière va apporter des réponses, puisque nous pourrons concentrer en implémentant ces technologies au sein notamment de nos usines de fabrication. Nous pourrons effectivement concentrer les hommes, les femmes et les expertises sur les gestes sur lesquels l'homme est irremplaçable, et puis venir apporter aussi de la fiabilité, de la résilience et aussi des rendements finalement à ces procédés. Et notamment en matière de contrôle, aujourd'hui, des IA peuvent effectivement fonctionner pour analyser en cours de process et réaliser des contrôles de conformité et identifier les non-conformes pour permettre finalement aux experts, aux hommes et aux femmes, de se concentrer sur les non-conformes, leur analyse et leur traitement. Et effectivement, le gros du volume de conformité va pouvoir effectivement être traité par ces techniques-là. Et ça devient très concret. On en a parlé, les métiers se transforment, mais c'est concret. Et on est à l'aube. Ça arrive, notamment, j'en ai parlé dans notre usine, qui va être mise en service au second semestre. Il y aura des technologies qui font appel à l'IA. J'aimerais également revenir peut-être sur la question de madame aussi, sur comment on met en avant nos métiers. Alors effectivement, j'emploierai pas forcément le terme de super-héros, mais nous avons effectivement des initiatives aussi métiers qui existent déjà, qui mettent en avant les skills en fait. Donc par exemple, pour les citer, les championnats de France de soudure, les meilleurs soudeurs de France, etc., qui vont aussi mettre en avant ces métiers.
Et effectivement, voilà, je vous rejoins, c'est tout à fait aussi important. Je pense, au sein de notre école des métiers, nous avons notre référent formateur en soudage qui est champion de France en titre 2023. Et c'est un impact important aussi pour les former, les stagiaires qui viennent se former au sein de l'école. C'est aussi une belle reconnaissance de ces métiers techniques. Donc voilà, ce point-là. J'aimerais revenir aussi sur une petite question sur comment effectivement donner envie et réveiller des vocations vers les métiers de l'industrie. Ça n'a pas été cité sur la table ronde, mais c'est des choses aussi qui se pratiquent d'ores et déjà, puisque les industriels, évidemment, on a aussi en région une dynamique d'ouvrir les portes de nos usines pour bien recevoir en fait des visites, des lycées, des collèges. Ces jours-ci, nous avons à Donzère, au sein de notre usine de mécanique, des lycéens qui sont en visite. Et puis on espère que l'on aura des tourneurs-fraiseurs, des usineurs qui vont, de par ces visites, prendre, en tout cas, s'engager dans ces voies-là. Merci beaucoup, Annabelle. Peut-être effectivement, pour compléter sur cet aspect attractivité des métiers de l'industrie, peut-être citer une initiative en complément des ouvertures, et puis je vous passerai la parole, Philippe, des portes ouvertes. On arrête, oui. Une initiative juste qui s'appelle Fort Industrie, qui est une initiative qui permet de présenter aux jeunes qui sont... Alors, on est dans les lycées, là, on est dans les collèges, on est dans des lycées, pas les lycées pro, vraiment les collèges, les lycées. On est sur les demandeurs d'emploi et Fort Industrie, c'est une sorte de métaverse. Voilà, donc c'est aussi l'intelligence artificielle et c'est aussi un peu de modernité. L'idée, c'est que des classes ou des promotions de demandeurs d'emploi s'inscrivent et ils vont faire des petits concours sur un site internet qui est un métaverse avec des... Voilà, et ils vont pouvoir faire des petits concours et ainsi découvrir des métiers, répondre à des quiz, voir des vidéos sur des métiers et à la fin décrocher d'ailleurs des vraies visites d'usines parce que c'est bien d'être sur un écran mais c'est aussi bien d'aller voir en vrai les usines. Et on a touché grâce à Fort Industrie plus de 50 000 personnes en fait à qui on a présenté les métiers de l'industrie via ce biais, via ce métaverse et qui sont ensuite allés voir en vrai, parce qu'il n'y a rien de tel, les vraies usines des industriels de la filière. Philippe, un dernier mot, vous avez 2 secondes. Alors, j'ai 2 secondes. À part Tom Cruise, il y a aussi Omar Sy dans Le Chant du Loup. Et si vous allez jusqu'à la fin du générique et que vous regardez les crédits, là, je prends mon ancienne casquette au ministère de la Défense, il y a le chef de cabinet du ministre de la Défense de l'époque qui est cité. Et si je ne me trompe pas, il s'appelait Cédric Lewandowski. Absolument. Bravo, merci. Donc, c'est la pause, si j'ai bien compris. On va prendre un café, manger une madeleine et on revient. On revient pas dans une demi-heure, on revient dans un quart d'heure. On est d'accord ?